Bienvenue dans mon podcast Nos émotions, nos pensées et si la véritable évolution était émotionnelle. Une émotion en soi, ça ne pense pas, mais une émotion, ça influence quand même pas mal les pensées. Dans les différents épisodes de ce podcast, je vous invite à comprendre comment nos émotions vont diriger nos pensées, nos décisions et même notre vie tout entière. Et si la véritable évolution était émotionnelle et nous ouvrait la voie du courage, de la persévérance, de la tranquillité, de la joie et de la paix, pour enfin devenir l'être que nous sommes au plus profond de nous. Je vous propose ici une exploration inédite de nos mécanismes émotionnels pour une meilleure compréhension de nous-mêmes. Je me présente. Les émotions, c'est mon métier. Je suis accompagnatrice en évolution émotionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à prendre conscience de leurs émotions et à les rééquilibrer. Les émotions, ça me connaît, pas seulement celles des autres, les miennes, nombreuses, variables, désespérantes, joyeuses et j'en passe. Dans ce podcast, j'aborde des sujets très communs, très terre-à-terre. Alors restez bien ancrés pour vous connecter à mon fil. Nous allons ensemble ouvrir la porte qui mène à la dimension émotionnelle de notre monde. Dans ce deuxième épisode intitulé « C'est mal », je vous propose d'explorer notre rapport à la culpabilité. D'où nous vient ce jugement? Pourquoi nous jugeons-nous, mais aussi pourquoi jugeons-nous les autres? Quel est l'impact de ces émotions sur nos pensées au quotidien et sur nos choix de vie? Dans le premier épisode du podcast, nous avons parlé du fait que lorsque quelqu'un ne va pas bien, nous sentons en général le besoin d'aider cette personne, ou au moins de vouloir que cette personne aille mieux, à moins que cela nous rassure de voir que nous ne sommes pas seuls à nous sentir bof. Si nous devions évaluer cela sous l'angle du bien et du mal, nous dirions qu'il est bien de vouloir aider l'autre, ou au moins de souhaiter que la personne se sente mieux. Et que nous sentir réconfortés par le malheur des autres, eh bien, c'est mal. Et puis, l'autre, au fond, il ou elle pourrait faire un effort pour aller mieux. Ne rien faire pour s'aider, eh bien, ça aussi, c'est jugé comme étant mal. Nous sentir coupables, nous en vouloir de ce que nous avons fait, dit ou pensé, ou au contraire de ce que nous n'avons pas fait, pas dit, pas pensé, nous trouver nuls. Parfois croire que nous sommes responsables des problèmes des autres, penser que nous leur avons causé beaucoup de tort, ressentir de la honte. Nous avons certainement tous connu cet état émotionnel au cours de notre vie, et bien souvent dès notre plus jeune âge. Lorsque nous vivons cela, nous pouvons passer beaucoup de temps à y penser, et cela nous fait souffrir. Cela peut durer toute une vie, sur le même sujet, sur le même instant où nous pensons avoir fait une erreur. Ou bien nous mettons en œuvre des stratégies pour éviter le plus possible de ne pas ressentir cette torture intérieure. Les regrets, les remords, le jugement négatif de soi, la culpabilité, la honte. Et au-delà de ce sentiment de jugement négatif de qui nous sommes et de ce que nous faisons, nous sommes confrontés régulièrement au dilemme des choix. Car lorsque nous devons faire des choix, dans la balance vient le besoin de juger. Est-ce bien ou est-ce mal? De manière générale, si nous pensons que le choix que nous faisons est bien selon nos critères, alors c'est facile. Mais parfois ce n'est pas aussi simple. Et lorsque nous n'assumons pas notre choix, se met en place une balance entre le cœur et la raison. Nous allons nous retrouver avec cette image symbolique dans notre tête, un petit diablotin qui nous souffle quelque chose, et de l'autre, un petit ange qui nous dit autre chose. Mais comment faisons-nous pour habiller une idée d'une petite cape rouge et de cornes, et l'autre idée d'aile blanche et d'une auréole? Ce petit diablotin, c'est le cœur ou la raison? Et cet ange, c'est bien ou c'est mal? Comment savoir? Par rapport à quoi et à qui? Lorsque nous sommes enfants et dès notre plus jeune âge, nous apprenons la leçon de la manière suivante. Ceci est bien, ceci est mal. Voici comment il faut agir. Il est donc normal que nous continuions à fonctionner de cette manière-là pour penser et faire. Cette manière de fonctionner, ce mécanisme émotionnel, ce jugement de soi, censé être un garde-fou, est partout. Cela devrait nous prémunir du plus grand danger que nous courons. Mal faire et ensuite être mal jugé par les autres et par soi. Mais comment l'étiquetage « c'est bien, c'est mal » est-il réalisé? Cette interrogation, cette manière de juger les situations et d'agir selon l'idée du bien ou du mal, a son origine dans bien des aspects de notre vie, dans notre éducation, dans notre société, dans notre culture, notre religion. Nous en sommes imprégnés dès notre plus jeune âge, et qui sait peut-être même avant notre naissance. Au départ, nous sommes élevés à l'aide de l'étiqueteuse de quelqu'un d'autre, en général celle de nos parents. S'ajoute ensuite celle de la famille élargie,
des enseignants, des amis, de notre société, des informations reçues par les écrans. Tout cela s'imprègne en nous pour arriver à la création de notre étiqueteuse personnelle. Elle est étalonnée selon notre vécu. Nous en sommes bien contents, car qui sait ce qui pourrait nous arriver si nous faisions quelque chose de mal. Très pratique ce garde-fou clé en main. Nous ne sommes pas prêts à le céder, car selon notre jugement, l'étiqueteuse est d'une justesse absolue. Nous grandissons selon ce schéma duel, avec dans notre collection une foule de « c'est bien » et de « c'est mal », de félicitations et de réprobations. Et en règle générale, nous essayons plutôt de sortir un maximum d'étiquettes « c'est bien », car c'est bien plus pratique pour être en paix avec soi-même. Si c'est mal, ça nous enfonce, nous perdons confiance en nous, nous avons honte, nous pouvons même tomber dans le désespoir le plus profond. Nous grandissons en tentant de faire du mieux que nous pouvons. L'école est là pour que nous n'oublions jamais notre devoir de bien faire. À nos tentatives de réussir, parfois se confrontent nos mauvais résultats. Nous sommes déçus. Nous recevons une mauvaise note et l'enseignant, nos parents, se penchent au-dessus de nous en secouant la tête. Si nous avons de la chance, nous aurons l'appréciation « peut mieux faire » qui laisse entrevoir un espoir dans le marasme de notre médiocrité. Nous sommes nuls en maths, nuls en français, nuls en anglais, nuls en histoire géo, nuls en sport, nuls en orthographe. Bon là, pour l'orthographe, on est de plus en plus nombreux à être nuls, ça fait que l'on se serre un peu les coudes et on se sent un peu moins nul. Nous passons donc notre temps à être comparés et à nous comparer. Nous vivons dans une société où nous sommes en permanence classés. Malheureusement pour nous, nous sommes bien souvent comparés avec quelqu'un de moins nul que nous, ou carrément de vraiment beaucoup plus fort. Et notre entourage bien pensant nous annonce « Regarde cette personne, prends exemple ». En soi, ce ne serait pas négatif si nous étions encouragés à devenir meilleurs que ce que nous sommes, selon un exemple qui est là pour illustrer le champ des possibles, tout en gardant à l'esprit que ce ne sera pas exactement à l'identique, mais que ces différences feront notre force et que nous arriverons à mieux. Pas mieux que l'autre, mais à une meilleure version de nous-mêmes. C'est bien cela l'ennui dans l'histoire, c'est que c'est rarement posé de cette manière, car nous manquons souvent de connaître le vrai but de ce processus, qui est l'amélioration de soi, et nous tombons très vite dans la compétition et la comparaison avec l'autre. Tout cela consolide l'apprentissage déjà bien ancré en nous de l'émotion de jugement négatif de soi. Je suis nul, nul. Je ne vaux pas grand-chose. Je suis moins bien qu'eux. Et nous nous étonnons du nombre de personnes qui manquent de confiance en elles, comme si ce défaut, ce manque, était du fait de la personne, comme si c'était quelque chose qui lui appartenait et pouvait presque également la définir. C'est vu comme une faille, une faiblesse. Mais la faiblesse, en réalité, ce n'est pas la personne, c'est son état émotionnel qui est dans la faiblesse, car les émotions ne sont pas ce qui nous définit. C'est une coloration qui ne nous appartient pas, mais dont la vie nous a teintés malgré nous. Mais comment faisons-nous pour nous comparer à l'autre ? Nous le faisons de 3 manières. Nous trouvons l'autre mieux, nous trouvons l'autre moins bien, ou nous nous trouvons à égalité plus ou moins. Et ce positionnement va engendrer une sorte de hiérarchie. Quelle que soit la véritable réalité qui nous le comprenons, est très subjective. Notre place dans cette hiérarchie va tout le temps évoluer. Un matin, nous nous levons, nous nous sentons confiants, sûrs de nous, de nos choix, pleines d'espérance. Pas un nuage dans un ciel bleu immaculé. Puis, nous sommes confrontés à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui hésite entre plusieurs directions, alors que nous-mêmes allons le pas léger sur notre chemin bien tracé. Nous risquons de juger la personne selon une émotion d'intolérance. Et si son état d'indécision correspond à « c'est mal » dans notre étiqueteuse, nous nous disons « enfin, comment est-ce possible de ne pas savoir quoi faire de sa vie ?» Donc, nous jugeons l'autre. Nous nous mettons au-dessus de cette personne et nous enfilons l'habit du juge. Nous montons sur la tribune et nous abaissons le marteau en criant « coupable ». Le jour suivant, nous cheminons toujours allègrement, quand tout d'un coup, nous croisons une personne qui travaille dur et qui passe ses journées à œuvrer pour le bien d'autres personnes. Cette personne nous jette un regard, nous allons nous sentir jugés, car de notre côté, nous ne nous préoccupons pas des autres, nous n'agissons que pour nous. Nous propulsons donc cette personne en haut de la tribune et nous l'imaginons abaisser le marteau en criant « coupable ». Nous nous mettons en dessous. Ici, nous voyons 2 positions, soit juge, soit coupable. Or, c'est une hiérarchie très complexe qui est à l'œuvre,
car nous interagissons avec beaucoup de personnes tout au long de notre vie. Donc lorsque nous jugeons, nous-mêmes ou les autres, nous nous comparons et nous organisons les personnes qui nous entourent selon un schéma qui répond à notre conditionnement et à toutes les notions de c'est bien, c'est mal que nous avons en nous. C'est ainsi que nous donnons une valeur différente à tous les êtres humains, nous y compris. Et cela change selon les personnes avec qui nous nous retrouvons. Nous effectuons un véritable yo-yo sur l'échelle de la valeur humaine. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'un seul juge, car si nous sommes touchés par le jugement de l'autre, c'est bien parce que nous lui donnons raison et que nous nous jugeons nous-mêmes négativement. Le seul juge dans l'histoire, c'est nous. Cependant, au fil du temps et de l'utilisation de notre étiqueteuse personnelle, nous remarquons que les autres n'ont pas tout à fait le même modèle, notamment lorsqu'ils s'autorisent ce que nous nous interdisons. Mais une fois le modèle en place et l'étalonnage fait, l'étiqueteuse refuse en général toute modification. Parfois, les différences avec l'autre sont impalpables. On a l'impression d'avoir le même modèle, mais parfois c'est carrément différent. On peut trouver notre outil plus adapté à la vie, et parfois celui de l'autre nous semble une version plus légère, plus maniable et bien plus intéressante. Et si l'étiqueteuse de l'autre, trop permissive ou trop punitive, nous déplaît, nous mettons en marche notre outil, et l'étiquette « c'est mal » sort, scellant le triste sort de l'autre et de ses agissements. Nous sommes en réalité empreints d'intolérance, envers nous-mêmes et envers l'autre, car tout ce que nous voyons au dehors, c'est depuis notre point de vue émotionnel, et nous jaugeons l'autre par rapport à nous. En réalité, selon le principe de l'individualité, chaque être étant unique par sa multidimension, toute comparaison est impossible. De quelle base partirions-nous? Quels seraient les principes retenus? Et qu'en est-il de la temporalité, de l'évolution des personnes au fil du temps? Cela semble impossible. Et pourtant nous faisons cela tout le temps, consciemment ou inconsciemment. Cette manière de hiérarchiser les humains, c'est un conditionnement. Il y a de multiples subtilités, mais nous le faisons tous. Au-delà de « il ou elle est bien » ou « il ou elle est mal », très caricatural, il y a « il ou elle est intéressante » ou pas, « il ou elle est déplaisante » ou pas, « il ou elle est ennuyeuse » ou pas, « il ou elle est formidable » ou pas, « il ou elle est tellement mieux que moi » ou tellement moins bien que moi. Essayons de trouver un moment dans notre vie, ou même dans notre journée, où nous ne réalisons pas de classification des autres et de nous-mêmes. Ce n'est pas gagné. Bienheureux et heureuses soient ceux et celles qui vivent en paix avec ces jugements de valeur, car l'intolérance, c'est insupportable. Le mot en lui-même l'exprime très bien. Cette intolérance est directement héritée des notions de bien et de mal, et elle est relative à l'idée que l'on se fait de la perfection. Si nous arrivions à accepter l'imperfection, déjà nous souffririons moins. Ou bien nous pourrions encore aller plus loin et comprendre que la perfection est inatteignable. Donc en réalité, c'est normal de ne pas être parfait. Mais pourquoi? Car le modèle de perfection est une illusion. Il change tout le temps de visage. Un jour il faut être sage. Si l'on change d'environnement, l'entourage va prôner le petit grain de folie. Plus tard, il faut être mince, puis avoir des formes généreuses, puis grand, puis être plutôt petit car c'est mignon. La mode va être aux vêtements serrés, puis aux vêtements amples, puis à pas de vêtements, puis au noir, au blanc, puis c'est le tour des fleurs, des petits carreaux, des grands carreaux. Un autre jour, il faut s'exprimer, puis, plus tard, il faut se taire. Il faut donner son opinion, son avis, oui, mais pas si ça dérange. Il faut avoir l'air confiant, réservé, il faut lire, oui, mais ceci, et pas cela. C'est bien de faire de grandes études, c'est bien d'être connu. Puis on va dans un autre pays et on voit que ce qui est bien, c'est de savoir travailler de ses mains, c'est être discret. Avoir les cheveux courts, pas de cheveux, avoir les cheveux longs. Manger de la viande, ne pas en manger. Être écolo, ne pas être écolo. Boire de l'alcool, fumer. Ne pas boire ni fumer. Ailleurs, si on ne fait pas son potager, c'est qu'on n'a rien compris. Ici, il faut porter allégeance au chef du village. Là-bas, il n'y a pas de chef. Un chat, ça se brosse dans le sens du poil. Ailleurs, on ne les brosse pas. Ici, il faut savoir une leçon par cœur. Plus loin, on s'en moque. Ici, tu as plutôt intérêt à être riche, comme les autres. Là-bas, il faut être pauvre, comme les autres. Il faut faire et être selon les injonctions du groupe dans lequel nous vivons. Et si l'on parvient à en devenir un modèle, alors c'est le jackpot, pensons-nous. Donc, le problème avec cette histoire de perfection, ce n'est pas que nous sommes imparfaits, mais c'est que la perfection est un mirage, une fable pour enfants sages. La véritable perfection n'est nulle part, et partout à la fois, dans le sourire de notre mère, dans les pétales des fleurs, dans une œuvre d'art, dans les mains de nos enfants,
dans le chant des oiseaux. D'un point de vue humain, chacune d'entre nous étant unique, nous sommes la perfection de notre propre image intérieure et extérieure, et l'imperfection de toutes celles des autres, car nous sommes fondamentalement différents. Et donc, que se passerait-il si nous nous débarrassions de notre étiqueteuse ? S'en débarrasser, ce serait ne plus penser selon ce paradigme du « c'est bien, c'est mal », de tout ce que nous avons appris de manière aléatoire tout au long de notre vie. Pourquoi ne pas penser et agir selon notre pleine responsabilité, nous sentir responsables, c'est-à-dire sans se juger ou se sentir jugé, mais agir selon notre libre arbitre, selon ce qui nous semble juste pour nous et pour l'autre. Car être honnête envers nous-mêmes, c'est aussi l'être envers l'autre. Si nous faisons quelque chose pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas froisser l'autre, car nous pensons que c'est mal de heurter la sensibilité de l'autre, alors nous ne sommes réellement honnêtes ni avec nous-mêmes, ni avec l'autre. Agir ou parler selon le critère du ressenti émotionnel de l'autre nous empêche d'être libres. Et si le résultat est que l'autre est blessé, déçu ou en colère, effrayé, méprisant, résigné, frustré ou triste, si nous n'avons pas eu l'intention d'éveiller cette panoplie d'états émotionnels et que nous savons respecter son intégrité physique et morale, nous n'avons pas à nous sentir coupables. Il n'est bien sûr pas question de devenir insensible aux émotions des autres, mais bien de trouver un équilibre entre nos émotions et celles de l'autre, et de se pardonner lorsque nous n'y parvenons pas. Nous sommes dans la confrontation de nos individualités émotionnelles respectives, et il n'y a rien de plus complexe. Les émotions que l'autre vit sont de sa propre responsabilité, tout comme les nôtres sont de notre responsabilité. Comprendre ce que nous vivons émotionnellement est très difficile, alors comprendre ce que vit l'autre, c'est carrément impossible. Et si nous prenons les désirs et les interdits de l'autre en considération dans nos choix de vie, nous courons le risque de développer plus tard de la rancune envers cette personne, de la colère contre nous et des regrets. Alors oui, parfois certains choix que nous ferons en toute liberté ne seront pas compris. Cela peut être d'un grand inconfort pour soi et les autres. Mais ces choix d'inspiration libre de toute émotion de culpabilité ou de jugement négatif auront été faits grâce à cette hauteur que nous aurons pu prendre. Ils seront plus justes pour nous. Et si les autres ne comprennent pas, nous n'y pouvons rien. Assumer, c'est être responsable, c'est ne plus se sentir coupable. Peut-être qu'un jour prochain ou lointain, cela changera. Peut-être que cela aidera les autres à agir en toute liberté également. Mais comment savoir si l'étiqueteuse « c'est bien, c'est mal » a vraiment disparu de notre manière de fonctionner ? Il y a différents degrés. Au début, nous nous condamnons pour ce que nous avons fait, pensé ou dit. D'autres fois, nous n'osons pas faire ou dire ce que nous pensons être mal. Puis vient le moment où nous faisons et disons les choses en nous justifiant. Plus tard, le moment où nous pensons encore à nous justifier, mais nous ne le faisons pas, avec encore un petit sentiment de culpabilité. Et un jour vient le moment où nous agissons sans même penser à mal, et où nous nous pardonnons tout ce que nous jugeons avoir mal fait, mal dit ou mal pensé. Nous saurons que nous aurons transformé l'émotion de la culpabilité en responsabilité. Le pardon à soi est l'une des plus belles émotions que nous pouvons nous offrir. Et si le risque que nous avons pris nous amène à l'échec, nous saurons l'accueillir, tirer pleinement parti de ces leçons, alors même qu'avant nous nous serions sentis punis par celui-ci. Car si nous subissons l'échec, c'est normal, nous expérimentons. Donc nous sommes susceptibles de nous tromper. Dans notre étiqueteuse personnelle, l'échec, on nous l'a tellement mal vendu qu'en général c'est une étiquette très très mal qui sort. Pourtant nous le voyons bien si nous y réfléchissons, cela ne fait pas si mal que ça. Déjà, une fois qu'on a fait la paix avec soi, la culpabilité et la honte envolées, cela fait bien moins mal. Et si nous arrivons à nous détacher de ce que les autres en pensent, cela pourrait être carrément indolore. Les émotions que nous vivons face à l'échec peuvent être source d'angoisse profonde, dont nous pouvons même ignorer l'origine réelle. Pourtant, l'échec est un grand maître, il vient à point parfois pour nous questionner sur ce que nous faisons. Voulons-nous persévérer dans cette direction, ou changer et prendre notre chemin ? Ou modifier notre façon de faire, etc. Lorsqu'il se répète encore et encore, nous nous pensons damnés. Pourtant, s'il se met sur notre route, c'est qu'il a une leçon à nous enseigner. Et tant que cette leçon n'aura pas été comprise, il reviendra. C'est la symbolique du karma dans le bouddhisme. Nous avons l'idée que le karma, c'est un événement négatif qui nous arrive et que nous aurions mérité, et qu'en plus cela nous viendrait d'une autre vie.
alors que le karma, c'est peut-être juste cette grosse pancarte sur notre chemin sur laquelle il y a écrit « Réfléchis », mais que visiblement nous n'arrivons pas à déchiffrer. Elle devient de plus en plus grosse et parfois on s'y cogne et cela peut faire extrêmement mal. D'où la confusion avec le jugement « c'est mal ». Oui, cela peut être douloureux, mais ce n'est pas mal. Le karma, ce n'est pas un événement négatif que nous aurions mérité qui nous arrive, mais un événement négatif que nous avons sans doute la possibilité de changer pour notre futur. La nuance paraît mince entre « cela nous arrive parce que nous le méritons » et « cela nous arrive parce que nous n'avons rien fait pour le changer ». Mais elle est en réalité énorme, car si nous n'avons rien fait pour le changer, ce n'est pas notre faute, c'est qu'il nous a manqué l'information et les émotions nécessaires à ce changement, les émotions dans leur force. Il va nous falloir réfléchir au message de cet échec, et si nous ne changeons rien, ce n'est pas que nous le faisons exprès, c'est que nous ne comprenons pas comment changer les choses. Nous n'avons pas appris à transformer la leçon, ni à comprendre que les émotions qui nous empêchent de progresser ne sont pas de notre faute. L'échec est bien plus facile à transformer lorsque l'on bénéficie de forces émotionnelles qui vont nous permettre de nous en sortir. Si nos émotions sont en souffrance, il nous faudra comprendre que pour nous en sortir, nous aurons besoin de laisser de côté notre incompréhension, notre susceptibilité, notre résignation, notre désespoir, toute une panoplie d'émotions dans leur faiblesse que je ne citerai pas ici, et aussi peut-être notre sentiment d'être victime des événements. Mais si nous nous victimisons, c'est que nous n'avons pas encore la capacité émotionnelle de prendre en main la situation pour nous en sortir. Mais nous ne sommes pas coupables de ne pas y arriver. Ce sont uniquement les émotions que nous vivons dans leur négatif qui nous en empêchent. Cela peut être très fort et nous ne devons pas nous juger. C'est simplement notre vécu qui nous a amenés à cette situation. Et si nous n'arrivons pas à réfléchir à la manière de nous en sortir, ce n'est pas que nous en sommes incapables, mais c'est que les émotions que nous vivons dans leur faiblesse nous en empêchent. C'est la fin du 2e épisode de mon podcast « Nos émotions, nos pensées » et si la véritable évolution était émotionnelle. Qui peut nous définir et nous construire mieux que nous-mêmes? Qui peut juger de nos capacités, de nos goûts? Qui peut nous dire ce que nous devons faire ou ne pas faire, ce que nous devons dire ou pas dire, penser ou pas? Qui peut savoir si c'est le bon moment pour nous? Comment pourrions-nous réussir à faire tout cela pour nous-mêmes si nous sommes partagés par l'ange et par le démon en nous, ces juges impitoyables? Et si nous arrivions à nous débarrasser de ce système de classification intérieure, cette étiqueteuse, et que nous devenions responsables de nous-mêmes, peut-être que notre vie tout entière serait différente, ou bien nous ne changerions en rien notre vie, mais nous vivrions beaucoup plus libres, nous retrouverions cette spontanéité qui parfois nous manque, nous le sentons, et que nous aimerions peut-être pouvoir ressentir, pour toucher d'un peu plus près la joie. Et quant aux remords et aux regrets, nous ne pouvons que faire la paix avec eux, nous regarder avec plus de bienveillance, comprendre que nous avons agi comme nous le pouvions et que l'on ne peut pas revenir en arrière, nous pardonner et poursuivre notre chemin plus léger, légère, prendre de la hauteur sur nous-mêmes, comprendre et accepter que la perfection n'existe pas et que si nous avons fait des erreurs, c'est normal, qu'il nous faudra sans doute accepter d'en faire encore. Cela ne doit pas nous faire peur. C'est la conséquence de notre expérimentation continuelle de la vie. Et si nous nous trompons, cela ne devrait que nous faire sentir combien nous sommes vivants. Dans le 3e épisode de mon podcast intitulé « Je ne veux pas travailler », nous décortiquerons notre rapport au travail. Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons bien au travail ou mal? Et pourquoi certains d'entre nous n'ont pas envie de travailler? Nous nous poserons certainement à nouveau la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Merci pour votre écoute et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker et à le partager. À très bientôt.